Alors que les mesures de confinement ont été levées concernant la pandémie de Covid-19 au Cameroun, eh bien, on se pose encore la question de quelle va être la suite. Quelles peuvent être les solutions sur le plan politique, mais également socio-économique. Je reçois donc un membre du RDPC et une membre du MRC pour parler des solutions à mettre en place. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro, comme je le disais tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est avec les forces politiques qui sont présentes dans la diaspora que nous allons évoquer la situation de pandémie de Covid-19 pour essayer de trouver quelques solutions. Mais avant, comme maintenant nous le faisons, j'accueille en plateau Rachel Soumbou pour une chronique. 3 questions à Rachel. Quelle est l'aide économique de l'Union européenne envers le continent africain? Alors effectivement, Karine, comme vous l'avez mentionné, la communauté internationale a souhaité venir en aide au continent africain pour limiter l'impact de la crise sanitaire sur le développement économique du pays. Donc effectivement, l'Union européenne s'est positionnée. D'ailleurs, le haut représentant des affaires étrangères, Josep Borrell, a déclaré, je cite, « Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les problèmes en Europe, car les problèmes dans d'autres régions seront tôt ou tard nos propres problèmes. » Donc l'Union européenne a annoncé l'octroi de 20 milliards d'euros aux pays les plus vulnérables d'Afrique et dans le reste du monde. Il convient de souligner toutefois qu'il ne s'agira pas d'argent frais, mais de fonds non utilisés réalloués à la pandémie. Très bien. Et la France, qu'en est-il de la France? On sait très bien que la France noue un partenariat privilégié avec déjà les anciennes colonies et puis le continent africain qu'a décidé la France. Alors effectivement, Jean-Yves Le Drian a annoncé que la France mobiliserait 1,2 milliard d'euros afin de lutter contre la propagation du virus. L'initiative Covid-19 Santé en commun sera lancée via l'Agence française de développement. Enfin, quelles sont les décisions prises par le G20? Alors souvenons-nous d'abord, lors de son allocution télévisée du 13 avril 2020, le président de la République Emmanuel Macron a appelé à un moratoire sur les intérêts de la dette contractée par les pays africains. C'est un débat qui a été discuté lors du G20 Finance le 15 avril 2020. Le G20 Finance a fini par statuer sur ce moratoire sur les intérêts de la dette. À noter que ces intérêts s'élèvent à 14 milliards d'euros et concernent 77 pays. Donc la décision est entrée en vigueur au 1er mai pour une durée de 6 mois et sera reconductible si nécessaire. Merci beaucoup Rachel pour cet aperçu concernant éventuellement les aides, si l'on peut le dire ainsi. On ne peut pas parler de pandémie du Covid-19 sans évoquer le volet économique, bien entendu. Évidemment, il y a un système d'aide, comme l'a rappelé Rachel tout de suite en plateau. Pour discuter des solutions éventuelles, je reçois sur ce plateau donc Aurélie Faufou. Je rappelle que vous êtes responsable de la commune Île-de-France du MRC. Bienvenue. Merci, bonjour Karine. Bonjour. Et puis je reçois Paul-Éric Emery. Je rappelle que vous êtes donc chargé de communication du RDPC section France-Nord. Tout à fait. Et ce n'est pas la première fois, mais bienvenue quand même. Merci pour cette nouvelle invitation. J'en profite pour saluer vos nombreux auditeurs. Et j'espère que le débat sera de qualité. Eh bien, je l'espère aussi. Alors, une première question à vous, Aurélie. D'abord, en tant que personne vivant de la diaspora, comment avez-vous passé le confinement, d'une part, ici en France, et qu'est-ce que vous ressentez comme sentiment concernant le confinement qui a été appliqué au Cameroun? Alors tout d'abord, le confinement en France, on va dire que la crise globalement a été gérée au mieux. Les mesures de confinement qui ont été prises ont été assez strictes, donc on l'a tous vécu. Pour ma part, je l'ai plutôt bien vécu, puisque vivant sur Paris, donc l'organisation était assez bien gérée. En termes de... je ne fais pas partie d'une profession, on va dire, qui nécessitait des sorties comme dans le milieu médical. Bien sûr, comme les soignants. Exactement. Donc, pour ma part, ça a été un confinement total sur le mois qui s'est déroulé de mi-mars. Pendant les 55 jours. Très bien. Est-ce que vous avez eu des retours de nos compatriotes qui vivent donc sur le territoire national
Et qu'est-ce que vous avez eu, vous, comme retour de ces personnes-là? Alors, comme retour, déjà, il y a eu une première surprise, c'est-à-dire que lorsque le Cameroun, le 17 mars, a annoncé les premières mesures qui ont été prises, on va dire que de voir l'afflux de Camerounais à l'aéroport pour sortir de France, déjà, ça a été une première surprise. Ça a été, je dirais, plutôt mal géré, puisque ces mesures, justement, qui prônaient déjà une certaine distanciation sociale au sein de la société camerounaise, et qui devait commencer le 18 mars, a été plutôt mal géré, puisqu'on a vu des voyageurs qui sont sortis de l'aéroport sans contrôle, qui n'ont pas été mis en quarantaine. Il faut savoir que les contaminations au Cameroun sont arrivées, on va dire, de l'extérieur, d'accord, puisque les échanges sont plus faibles, les échanges internationaux sont plus faibles par rapport à l'Europe ou même l'Asie et l'Amérique. Donc ça a été d'abord ce premier retour que j'ai reçu pour ma part. Ensuite, il y a également dans la mentalité africaine une certaine peur, on va dire, de la maladie. Donc, en termes de sensibilisation, il y a eu un manque, puisque les personnes malades ne se sont pas forcément manifestées relativement tôt, tout de suite. Et donc, on va dire qu'il y avait globalement un attentisme global, c'est-à-dire un attentisme de « que fait-on » ? D'accord. Pour résumer, d'une part, il y a la responsabilité des personnes de la diaspora qui ont décidé de repartir donc au Cameroun. Exactement. Et puis sur place, il y a eu une gestion, selon vous, qui n'était pas une gestion adéquate. Exactement. C'est-à-dire qu'on a pris trop tard les mesures nécessaires. Le gouvernement a pris ces mesures relativement tard, surtout que quand on voyait le nombre de cas d'abord en Chine, puis en Italie, les différents gouvernements en Occident qui se sont prononcés relativement tôt sur ces mesures, je pense que l'Afrique a eu le temps, et surtout au Cameroun, d'anticiper sur ces mesures et aurait dû, en même temps que l'Occident, prendre des mesures relativement tôt. Donc ça a manqué. Très bien. Alors, Paul-Éric, quel est votre ressenti? Déjà, comment avez-vous, vous, vécu le confinement? Et puis, qu'est-ce que vous avez eu comme retour de nos compatriotes? Oui, en effet, donc, sur ce confinement, vraiment très difficile confinement, parce que je vous rappelle qu'on a perdu aussi beaucoup de camarades ici au sein de la diaspora. C'est le moment de saluer vraiment leur mémoire ici, parce que personnellement, j'ai perdu, je crois, 3 amis à l'issue de cette pandémie. Donc, un confinement vraiment très difficile. Au niveau personnel, donc le télétravail est le lot quotidien de tout le monde, donc du coup retour à la maison, etc. etc. Donc ces 45 jours étaient un peu difficiles. Bien. Maintenant, sur la pandémie qui est arrivée au niveau du Cameroun, bon, on dit plein de choses à gauche, à droite, mais je ne partage pas tout à fait l'avis de madame ici. Le Covid-19 a surpris tout le monde, quoi. Alors, je ne sais pas à quel niveau on pouvait anticiper. Et je crois qu'au niveau de la gestion... Est-ce que ce n'est pas le travail de l'État de prévoir des crises ? Bien sûr que c'est le travail de l'État de prévoir les crises, mais vous le voyez, aussi bien des pays aussi développés que la France et autres, etc., ont été surpris par cette pandémie. C'est pour dire qu'on ne pouvait pas l'anticiper telle qu'elle est arrivée, cette pandémie. Donc, pour moi, c'est un faux débat en réalité. Donc, deuxième aspect de cette question aussi, c'est cet aspect de stigmatisation de la diaspora, dans le sens où, oui, le Covid a été rapporté par les ressortissants de la diaspora. Je pense qu'il faut élargir un peu le tableau. Je pense qu'avant la fermeture des frontières, plein d'étrangers rentrent dans le Cameroun par voie terrestre, par voie maritime, etc. Donc, on peut pas... Mais que ce soit la diaspora oui. ou les personnes étrangères, oui. Est-ce que ce n'est pas elles, justement, qui ont... Puisque fermer les frontières ont été fermées un peu partout dans le monde. Donc, ce qu'on sait, c'est que effectivement, on a géré cette pandémie. Et le gouvernement a pris très tôt des mesures allant dans ce sens-là, contrairement à ce qu'a dit madame tout à l'heure. Puisqu'on a vu ce qui s'est passé au Brésil récemment, jusqu'à très peu, c'est maintenant qu'ils prennent conscience de la gravité de la pandémie. Du côté du Cameroun, le gouvernement s'est saisi au plus tôt de cette question, de cette pandémie-là. 13 premières mesures ont été édictées, qui ont été complétées par la suite par 6 autres mesures. Qu'est-ce qu'on veut dire aujourd'hui? Je parlais donc de cette stigmatisation. Il faut éviter de diviser la communauté nationale de cette façon-là, parce que ça entraîne une série de problèmes après qu'on aura du mal à gérer.
Alors, s'agissant donc de cette prise en compte de cette pandémie au niveau national, donc, pour un point, on a besoin ici de rappeler les 13 mesures, voire les 19 mesures qui sont arrivées pour juguler d'une certaine façon cette pandémie. Qu'est-ce qu'il apparaît? Au demeurant, il y a eu, je crois, 2 grands centres de prise en charge de cette pandémie qui ont été mis en place à Douala et à Yaoundé pour commencer, puisque c'est là qu'on a les plus grandes concentrations de population du pays. Mais le reste du pays n'a pas été oublié. Hein. D'ailleurs, vous le savez, des centres sont en train d'être équipés au niveau de toutes les régions aujourd'hui même. Alors, pour parler d'un chiffre aujourd'hui, je crois que le ministre de la Santé a fait un bilan hier. On parle de 5000 contaminés à peu près. Tout à fait. On va parler 5000 cas. En même temps, il faut rapprocher ça à plus de 3500 personnes qui ont guéri. Je pense qu'il faut s'en féliciter. Et naturellement, on déplore 177 décès et franchement, c'est une peine, c'est une peine. Mais bon, grosso modo, au niveau du confinement, il apparaît clairement que nous sommes un pays africain en voie de développement. On ne pouvait donc pas faire un confinement à l'européenne. Donc le gouvernement, dans son intelligence, et le président Paul Biya l'a dit récemment, quand il s'est adressé à la nation, il a dit qu'il fallait trouver des solutions ingénieuses au niveau du gouvernement pour juguler cette pandémie. Suivant le rapport du ministre de la Santé, effectivement, il y a, comment ça s'appelle, une petite évolution vers la hausse des cas constatés. Cela est dû à quoi? C'est dû au fait que les mesures barrières... Une évolution on va dire, on parle exponentielle. Non, nous sommes à 5000 cas. Pas exponentielle. Si on rapporte ça au cas des États-Unis où on a 1 400 000 contaminés pour à peu près plus de 100 000 morts, vous voyez. Mais au Cameroun, on n'a pas encore atteint le pic de contamination. Ça, personne ne le sait. Je ne sais pas si vous le savez, vous. Moi, je ne le sais pas. Évidemment, on voit évidemment que dans toutes les statistiques, on nous parle tous d'un pic de l'épidémie. Ce sont les scientifiques qui le disent. Également. Non, non. En réalité, si avec les connaissances d'aujourd'hui, on sait que c'est en réalité une pandémie qui suit le modèle classique de toutes les pandémies, c'est-à-dire il y a une courbe en cloche. Oui, donc il y a un pic. Il y a une courbe en cloche. Bon, maintenant, cette histoire de pic, je ne suis pas certain de pouvoir l'analyser parce qu'on n'a pas suffisamment de données pour en parler. Non, mais là, c'est ce que vous venez de dire. Les cas augmentent. On a déconfiné. Les cas augmentent. Les mesures. On va dire pourquoi. On sait pourquoi ça augmente. Simplement, c'est à cause de l'incivisme, tout simplement. Il y a un incivisme. Donc c'est de la faute des... Non, mais c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas levé les mesures qui avaient été dictées. On rappelle à l'ensemble des concitoyens de continuer à observer les mesures barrières. Le port du masque, lavage des mains, etc., etc. Ça, il faut poursuivre. Mais si on ouvre les débits de boissons, non, mais attendez, le problème, on va évoquer le volet économique là tout à l'heure, parce que vous savez que c'est le pendant, quoi. Il faut trouver un équilibre entre la gestion de la pandémie et ne pas aussi se fonder sur le plan économique. Donc voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu. Maintenant, sur la gestion de cette crise en elle-même, qu'est-ce qu'on constate quand on dit qu'il y a quelques cas qui repartent à la hausse? C'est dû effectivement à l'incivisme que j'évoquais tantôt, à savoir qu'il y a des formations médicales qui ne sont pas habilitées à prendre en charge des cas Covid-19 qui le font alors qu'ils ne sont pas habilités. Il y a des malades qui sont cachés par les familles qui ne sont pas déclarés. C'est toutes ces petites choses-là qui font en sorte qu'on observe effectivement une petite courbe ascendante, mais je pense que les Camerounais sont intelligents et ils prendront les bonnes mesures pour juguler cette affaire. Voilà. Très bien. Aurélie, qu'est-ce que vous pensez? Donc d'après Paul-Éric, il y a quand même une gestion, une anticipation. Les mesures prises sur place sont des mesures adéquates et on ne doit pas s'alarmer si on voit effectivement les chiffres évoluer. Alors, je ne partage pas ce point de vue. Déjà, il faut rappeler que c'est le MRC qui a interpellé le gouvernement sur son manque de prise en charge justement de cette crise, de prise de conscience de l'ampleur. Il faut quand même rappeler que la maladie est arrivée bien après l'Europe en Afrique. Donc, on a eu le temps d'anticiper. Et le fait que ce ne soit que le 17 mars qu'on se retrouve avec des mesures qui sont annoncées, certes, ces mesures, le gouvernement a bien fait de les annoncer, mais il ne suffit pas d'annoncer des mesures. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en œuvre. Mais pour l'instant, en fait, au début, il n'y avait pas de cas sur le sol. Et puis le continent africain ne présentait pas nécessairement de cas de contamination, ni de victimes, de décès. Et est-ce que c'était prudent
sous prétexte du principe peut-être de précaution, de mettre en place des mesures alors que concrètement on n'avait pas encore de cas sur le territoire national? Alors, il faut déjà savoir que vu les échanges internationaux qui sont faits en Afrique, c'est ce qui est lié à l'arrivée tardive de la maladie sur le continent. D'accord? Donc, et en termes de gestion de crise, on regarde et on prend exemple sur les autres. D'accord? Certes, il n'y avait pas assez de cas, mais c'est exactement ce qui s'est passé après la Chine. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu un premier cas en Italie, en France, et puis on a vu l'ampleur que ça a pris. Donc, le principe de précaution aurait dû être appliqué au Cameroun, comme ça l'a été dans les autres pays. Donc, si je prends un exemple, aujourd'hui, je pense que le Cameroun, déjà, est le pays le plus touché en Afrique centrale, premièrement. Deuxièmement, si on prend l'exemple des mesures qui ont été mises en place et que M. Emery vient de dénoncer, elles n'ont pas été mises en œuvre. Il y a les annonces, certes, qui sont bien, mais il y a également la mise en œuvre de ces mesures. Et ce qu'on retient, c'est que quand on parle des centres qui ont été mis en place, tout ça a été mis en place tardivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas dire combien de personnes de ces centres sont sorties guéries, combien il y a eu de décès. La mise en place des centres non conformes, comme vous le dites, c'est parce qu'il y a eu un manque de moyens de l'État. On n'a pas eu assez de sensibilisation de la population. Le fait déjà de permettre l'ouverture des débits de boissons jusqu'à 18 h, quel est l'intérêt? C'est-à-dire qu'on a une pandémie qui arrive, on dit on va limiter les regroupements de plus de 50 personnes. Déjà plus de 50 personnes, c'est beaucoup. En soi, c'est énorme quand on regarde ce qui a été fait par ailleurs. Donc, et si on en revient également aujourd'hui à toutes les mesures qui ont été mises en place, ce qu'on constate d'une part, c'est que le 17 mars, ces mesures ont mis du temps à être mises en place, puisque le 18 mars, déjà, on a eu un autre communiqué du gouvernement qui montrait déjà les limites de ce qui avait été annoncé la veille. Donc ça, c'est également un autre point qu'il faut souligner. Et on a, si je peux également me permettre, bien sûr, un gouvernement qui a été un petit peu dans la réaction des alertes qu'a fait le MRC. C'est-à-dire que toutes les mesures que le MRC a préconisées ont été par la suite énoncées. Il y a eu un début de mise en œuvre, on va dire, et par la suite, on attend toujours. Là, si je regarde le communiqué qui a été fait par le gouvernement mercredi dernier, 28 mai, on parle maintenant de centres spécialisés. Nous sommes déjà bientôt en juin. C'est un peu tard. C'est-à-dire on ne sait pas, malgré la fermeture des frontières, l'ampleur que... C'est-à-dire s'il y aura une deuxième vague de contamination. Donc ces centres, pour moi, arrivent bien trop tard par rapport à ce qui a été fait dans d'autres pays. Non, mais en réalité... Je peux rebondir. Oui, bien sûr, bien sûr. Faites donc. En réalité, il faut savoir de quoi on parle, chère madame. Bon, déjà, dire que c'est le MRC qui a déclenché, comment s'appelle, la prise de conscience du gouvernement, je pense que c'est quand même un peu présomptueux. D'accord? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'un seau d'eau versé dans une rivière? Vous comprenez, vous voyez l'allusion, quoi. Donc, du coup... Et qui est le seau d'eau qui est la rivière? Parce qu'entre début mars, où on vous interpelle, on a un chef d'État qui est votre président qui est absent. Si vous permettez, si vous permettez. Quand même, il faut... Le président, lors de sa dernière prise de parole, a bien clairement spécifié que cette question était transpartisane. D'accord? Donc, c'est une cause nationale bon, enfin, s'opposer sur telle ou telle mesure, ça n'a pas vraiment de grande signification, puisque effectivement, nous tous, nous luttons pour essayer d'endiguer ce phénomène-là qui est nouveau et qui nous surprend tous. Est-ce qu'il y a des mesures du MRC qui peuvent inspirer les décisions du gouvernement éventuellement? À ça, c'est que nous sommes surpris. Apparemment, le MRC ne l'est pas. Donc, en fait, ils doivent avoir soit des potions ou autre chose. Bon, ça, ils nous expliqueront ça un peu plus tard. Mais ce n'est pas ça le fond du débat. Le fond du débat, aujourd'hui, c'est de regarder la situation et essayer de la traiter telle qu'elle nous apparaît. Dans la sous-région, il y a très peu de cas, pour ne pas dire pas de cas du tout. Il n'y en a pas. Vous parlez d'anticipation. Dans la sous-région, on est en train de mettre des centres régionaux de prise en charge. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de cas déterminés dans ces rouges. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle anticipation. Est-ce qu'il faut qu'on explique le mot anticipation? Je ne sais pas. Non, je pense qu'on a tous très bien compris. Non, voilà. Donc, je pense que c'est clair. C'est ça la réelle situation. C'est-à-dire que la pandémie est surtout confinée au niveau des grandes agglomérations. On va dire Douala, Yaoundé, Bafoussam, et un peu dans le sud-ouest aujourd'hui, et un peu aussi nord-ouest. Bon, à part ça, le reste des régions est très, très, très peu touché. Donc, du coup, mais malgré ça,
le gouvernement a anticipé en mettant en place effectivement des centres pour pouvoir traiter les patients qui sont atteints par ce Covid. Bon, effectivement, tout ça est en cours. Il y a encore des moyens à déployer encore sur le terrain, nous le reconnaissons tous. Mais au-delà de ça, il y a une parfaite anticipation qui a été prise. Tout le monde est à pied d'œuvre dans cette lutte, tout simplement. Vous voulez peut-être rebondir? Oui, alors, ce que je veux dire par rapport à ce que M. Emery vient d'annoncer, on a 3 grandes villes qui sont touchées. On a Douala, on a Yaoundé et on a l'Ouest. D'accord? On a des mesures qui sont mises en place, mais le déplacement des populations n'est pas contrôlé. Quand on regarde le tissu économique au Cameroun et en Afrique de manière générale, on ne peut pas faire de confinement total parce qu'on a des... Oui, on ne peut pas faire de confinement total, on le reconnaît parce que ce n'est pas le modèle africain. Voilà. On a des ménages qui doivent sortir au jour le jour pour survivre. Tiens donc. D'accord? Ah, c'est intéressant. Donc vous comprenez pourquoi on a ouvert les bars? Vous comprenez ça? Non, parce que l'ouverture des bars n'est pas une mesure. Non, l'ouverture des bars. Il y a une minute. Non, sortir au jour le jour pour survivre. Voilà. Aller dans un bar, c'est pas de la survie. Excusez-moi, c'est une vente emportée. Vous comprenez le mot vente emportée? Non, parce qu'on a bien vu que le manque de contrôle, les bars étaient ouverts, on avait juste des portes fermées. Et le temps qu'on s'en rende compte, on a bien mis un certain temps avant de réaliser qu'en réalité, les portes fermées ne voulaient pas dire bar fermé. Vous êtes d'accord avec moi? Le mot bar au Cameroun, c'est une signification claire, c'est vente à emporter. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah ben, c'est la définition. Un bar, on vient, on s'assoit, on boit. On a bien vu ce qui s'est passé. C'est là où vous vous trompez parce que je ne suis pas d'accord avec vous. La notion de bar au Cameroun, c'est une vente à emporter. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un manque de contrôle. C'est une information que vous apportez. Soit, mais il y a eu un manque de contrôle, reconnaissez-le. D'accord? Oui. Je pense qu'il y a des contrôles qui sont faits au jour le jour. Je pense que le port du masque au Cameroun aujourd'hui est systématique. Hein. Si vous le portez pas, vous... Mais sur la circulation, sur réguler les personnes, circuler les personnes, mais le port du masque, il y a vraiment des personnes qui surveillent, qui contrôlent. Les gens sont contrôlés. Et peut-être que madame ne connaît pas très bien comment s'appelle le démembrement des autorités au niveau du pays, mais je peux vous garantir que quand vous quittez une région pour aller dans une autre, vous êtes contrôlé à l'entrée de cette région, puisque les gens se déplacent essentiellement par autobus, ça, vous le savez. Comment est-ce que vous Si c'était le cas, on n'aurait pas eu des contaminations sur ces 3 grandes villes, puisqu'on a bien aujourd'hui l'Ouest qui est aussi une région qui est touchée, ça veut donc dire qu'il y a bien eu des déplacements. Vous êtes d'accord? Effectivement, il y a eu des déplacements. Bon, comme vous dites, il y a des gens qui dissimulent leur maladie. Qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là? Si les gens est-ce que le gouvernement a fait une sensibilisation suffisante? C'est-à-dire que ce que nous, on vous reproche aujourd'hui, c'est de dire annoncer des mesures, ça ne suffit pas. Oui. Il n'y a pas eu de sensibilisation, suffisamment de sensibilisation. Il n'y a pas eu de sensibilisation du personnel pour prendre en charge les cas avérés de Covid. D'accord. Donc ça, et en plus, on a un manque de matériel médical. Si on s'arrête sur ce point-là au niveau de la sensibilisation, je crois qu'un numéro vert a été mis en place. Il y a une campagne effectivement de prévention qui a été mise en place. Quand on fait des campagnes, c'est pour Mais est-ce que c'est suffisant selon vous? Effectivement, tout le monde a été sensibilisé. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, que vous fassiez du nord, est, ouest, les Camerounais, y compris au fin fond de leur région, je parle même ici des pygmées, je peux vous garantir qu'ils savent que le Covid-19 existe. Hein. Peut-être vous ne le savez pas. Donc la sensibilisation est allée. Je pense que vous faites un peu de mauvaise foi. Quand vous parlez de sensibilisation, je vous donne par exemple un exemple sur les dons qui ont été faits par votre président. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en arrive à offrir des seaux à des populations, mais que fait-on d'un seau? Comment le remplit-on sans eau potable? Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a bien eu... Non, mais vous parlez de sensibilisation ou vous parlez de matériel? Parce que là, il faut faire le distinguo. Sensibiliser, les deux vont... message. Oui, on fait un message. Comment on fait pour se laver les mains si on n'a pas mais je pense que les gens ne dorment pas, madame. C'est-à-dire qu'il y a du savon qui est distribué. Il n'y a pas que le gouvernement qui distribue, rassurez-vous. Oui, je le sais, puisque le MRC en fait partie. Mais bien évidemment, tout le monde distribue. Donc, vous ne pouvez pas dire que rien n'est fait. Des choses sont faites au quotidien. Oui, elles sont faites au quotidien, mais pas par le gouvernement. Et je pense que quand on donne un seau, ça sert pour se laver les mains. Quoi. Oui, ça sert pour se laver les mains, mais avec quelle eau? Sans seau. C'est-à-dire avec quelle eau? Le MRC a mis en place plusieurs stations de lavage des mains qui comprenaient de l'eau potable, du savon, et il y a eu une distribution de gel hydraulique bien avant que le gouvernement ne se réveille. Mais je crois que
vous comprenez pas ce mot transpartisan, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de se focaliser sur le MRC. Tout le monde fait des actions. Je le rappelle. Oui, tout le monde fait des actions, mais lesquelles? Vous dites, c'est-à-dire que vous faites des annonces. Tout le monde distribue du gel hydroalcoolique, tout le monde on ne les voit savon, tout le monde. Ah, mais peut-être vous avez des modèles particuliers, mais je pense que l'ensemble des Et c'est justement pour ça que, déjà, si vous avez des formations politiques qui, autres que la vôtre, qui se sont mis à pied d'œuvre pour pouvoir venir en aide aux populations, c'est bien parce qu'il y a eu un manquement global au niveau du gouvernement. Non, je pense que ce n'est pas ça l'analyse du tout. C'est-à-dire que le gouvernement fait un certain nombre de choses qui sont accompagnées par le reste de la population. C'est ça. C'est l'effort accompagné par le reste de la population. Oui. Donc comment expliquez-vous que des bénévoles qui distribuent pour venir en aide aux populations soient pourchassés et arrêtés et mis en garde à vue? Comment vous l'expliquez? Si justement on est dans un accompagnement de l'action du gouvernement, comment vous expliquez ces opérations? Vous parlez de quoi? Là, vous parlez des faits divers. Là, ça, non, ce n'est pas un fait divers. Venir en aide à la population, ce n'est pas un fait divers. Et votre attitude montre bien qu'il y a une minimisation globale de cette pandémie. Non, pas du tout. Je pense que l'ensemble du corps médical est sensibilisé et à pied d'œuvre. Et je crois que c'est ici le lieu de les féliciter, compte tenu du travail énorme qu'ils abattent avec les moyens qui sont les nôtres. Comprenez? Oui, c'est-à-dire des moyens qui n'existent pas, puisque ce n'est que récemment. C'est votre vision. Oui, c'est notre vision et c'est également la vision du terrain. Je peux vous le dire, aujourd'hui, j'ai eu à discuter déjà avec une de vos collègues du MRC qui vient discuter de ces situations-là sans connaître la carte médicale du pays. Est-ce que vous la connaissez, cette carte médicale du pays? Oui, nous la connaissons. Nous avons suivi, comme vous, les discours du ministre de la Santé. Dites-nous un peu comment elle se déploie sur le terrain, cette carte médicale-là. Parce que depuis, vous évoquez ce problème-là, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Si, nous comprenons ce qui se passe, monsieur. Oui. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire de la démagogie. C'est-à-dire pourquoi de la démagogie? Mais si, parce que vous venez nous demander de vous présenter votre carte médicale. Et c'est la carte médicale du Cameroun. On a un personnel médical. C'est pas la carte médicale du RDPC. Qui a été mis en place par qui? Par votre gouvernement? Vous êtes d'accord avec moi? C'est une carte médicale qui concerne l'ensemble des Camerounais. Je vous prie de le croire. Ce n'est pas une carte médicale du RDPC, loin s'en faut. Et aujourd'hui, à Douala, quand vous dénombrez les structures sanitaires qui ont été réquisitionnées pour le traitement de ce Covid-19, quand vous avez la Quintini qui est réquisitionnée, vous avez comment s'appelle le nouvel hôpital, la dernière génération gynéco-obstétrique, vous le connaissez peut-être? Oui. Ah, voilà, vous le connaissez. Plus des hôpitaux des districts. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a des hôpitaux au niveau régional, au niveau départemental, au niveau des communes. C'est comme ça que ça se déploie. Alors, justement, comment ces structures sanitaires sont équipées? Ça fait à peu près 2200 structures sanitaires. Et justement, le problème... Je trouve que vous êtes bien conscient dans l'annonce des noms. Est-ce que ces structures médicales sont équipées et en ce qu'il faut? D'un coup, on équipe celles qui vont prendre en priorité le traitement et la gestion des patients Covid. C'est ce qu'on est en train de faire. Alors moi, je suis juste en train de faire, et nous sommes déjà en juin. Oui, juste une question. Il ne vous a pas échappé que sur les 5000 cas identifiés, ils ont été testés. Hein, c'est sur la base des tests qu'on a identifié 5000 cas. 3600 sont guéris. Ils sont passés par ces encore, ces chiffres, c'est le gouvernement qui les annonce. Mais lorsqu'on regarde les statistiques, on voit bien que le nombre de patients guéris annoncé est de 1900 cas. Donc j'aimerais bien... 3600. Voilà, donc j'aimerais bien savoir d'où sortent vos chiffres, parce qu'un gouvernement qui annonce des chiffres que personne ne peut vérifier, ça me paraît quand même bien problématique. Je pense que je ne suis pas le seul à lire ou à écouter les communications gouvernementales. Le Premier ministre a fait une réunion très importante hier, 28 mai. Tous les ministres étaient présents. Un compte rendu a été, comment ça s'appelle, pour Boscasser, je veux dire, diffusé. Oui. Un compte rendu a été diffusé, signé du secrétaire général du Premier ministère, dans lequel on retrouve tous les éléments que je suis en train de déployer. Alors moi, j'ai juste une question. Quelles sont les solutions que vous proposerez concernant les institutions sanitaires dont vous parlez, qui aujourd'hui, comme elle l'a souligné, ne sont pas assez équipées? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce que vous entendez par assez équipé? C'est-à-dire que le problème a été général et ça a touché tous les pays en même temps. Non, mais en dehors de cette pandémie, oui, il y a d'autres maladies sur place. Ce qu'on a appris avec cette pandémie, avec ce virus, c'est que quand on est dans un cas d'aggravation, il faut effectivement des appareils respiratoires.
Mais nous n'en sommes pas là en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est est-ce qu'il y a des structures, est-ce qu'il y a le personnel? Et puis par ailleurs, il y a un personnel soignant qui se plaint de ne pas d'ailleurs être payé à sa juste valeur. Le personnel est disponible. Le personnel est disponible. Les moyens sont aussi, mais dans quelles conditions? Les moyens sont aussi affectés. Comme je vous l'ai dit, chaque région au Cameroun aujourd'hui a un hôpital de référence. Vous voyez ce que c'est un hôpital de référence? Ces hôpitaux de référence se sont équipés en scanners. La plupart ont des scanners, ces hôpitaux-là. Je ne vais pas parler des hémodialyses. L'autre jour, d'importants kits d'hémodialyse sont arrivés. Les patients vivant avec le sida VIH sont traités gratuitement au Cameroun. Mais alors, si vous dites ça, pourquoi on a des évacuations, sanitaires si on a tout ce qu'il faut? Ça, c'est un autre problème. Mais prenons d'abord ce qui est fait sur le terrain. Beaucoup de pandémies sont prises en charge au Cameroun aujourd'hui, avec les subventions de l'État font que le coût que le malade supporte est vraiment amoindri. Allez regarder aujourd'hui le traitement de l'hépatite C. C'est quelque chose qui a avoisiné à peu près les 4 ou 5 millions. Sans sécurité sociale. Aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, les gens peuvent être traités directement sur place. Grâce à ces subventions du gouvernement, aujourd'hui, le coût est revenu, je crois, à 450 000. Vous voyez, vous partez de 5 millions à 450 000. C'est un effort considérable. Et un tas de pandémies comme ça sont prises en charge. Ça serait difficile de toutes les énumérer ici, mais beaucoup de choses sont faites. En gros, si je résume, oui. On a les infrastructures sanitaires qui sont adéquates, qui sont aux normes, et tout va bien pour le personnel. Naturellement, comme vous savez, nous sommes dans le principe de l'amélioration continue. On part d'un état et on essaye d'améliorer au fur et à mesure. Donc, je ne dirais pas que les plateaux techniques sont au dernier cri, comme on peut les observer ici en France, mais un effort constant est fait pour les améliorer. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, Aurélie, peut-être un mot, quelles sont les mesures, enfin en tout cas les solutions pour améliorer peut-être les infrastructures sanitaires et puis le côté personnel soignant? On avait vu un certain nombre d'initiatives aussi de la diaspora, mais là, avec la fermeture des frontières, c'était peut-être pas possible de faire des dons à des hôpitaux. Quelles sont les mesures éventuellement que vous proposerez pour ces infrastructures et le personnel soignant? Alors, d'abord, il faut savoir que récemment, on a mis en place l'opération Survie, donc au Cameroun, qui est une collecte de fonds, qui à plusieurs reprises a été attaquée par le gouvernement actuel. Donc, on a eu des dons qui ont été faits par le professeur Maurice Kamto, qui ont été refusés. Donc, malgré la fermeture des frontières, on a quand même pu avoir ces dons sur les territoires. Donc, il y avait également des tests, parce que nous préconisons... On va juste la laisser finir. Nous préconisons, puisque le confinement n'est pas possible pour le modèle africain, ce qui était préconisé, c'était un dépistage massif. C'est-à-dire qu'on puisse isoler rapidement les personnes qui présentaient des cas, savoir les cas qui étaient asymptomatiques et ceux qui étaient des cas avérés pour les soigner plus rapidement et éviter la propagation de la pandémie. Donc ça, c'est ce qui a été proposé par le MRC. Il y a également la mise en place d'une équipe de veille sanitaire qui fait des propositions au directeur du MRC. Et il faut également savoir que le directoire de survie Cameroun est un directoire indépendant, c'est-à-dire qu'il est ouvert à tous les Camerounais. D'un mot quand même, parce qu'il faut que l'ensemble de nos concitoyens aient la meilleure information possible. J'entends dire partout que l'initiative du MRC a été boycottée par le gouvernement. C'est totalement faux. Le MRC, dans le cadre de son initiative Survie Survival, n'a pas respecté le cadre réglementaire, tout simplement. Une loi de 83 est à observer lorsque vous voulez faire des appels aux dons au niveau de la population. Il faut s'inscrire dans le cadre de cette loi de 83, ce qui n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce que le gouvernement qui était aux abonnés absents, le MRC, justement, a pris ses responsabilités et a ouvert cette collecte de fonds aussi pour sensibiliser, pour faire comprendre que nous étions dans une situation critique. Nous ne sommes pas... Donc ça a été fait, certes, dans la rapidité, mais je trouve quand même étonnant que vous parliez du fait que l'aspect réglementaire n'a pas été respecté, soi-disant, mais qu'est-ce qui empêchait le gouvernement d'accompagner cette initiative, puisque le gouvernement a également mis en place une autre collecte de fonds et a permis à un autre parti politique de faire une collecte de dons. On tombe un peu sur la tête. Excusez-moi, en temps de crise,
dans une république, il y a des lois et des règlements. Dans l'intérêt de la population, normalement, il faut on fait respecter bloc ces lois et règlements. Pour pouvoir justement arriver rapidement. Je vais vous expliquer, peut-être qu'on ne se comprend pas bien. C'est-à-dire que l'initiative du MRC en soi est une bonne initiative. Personne ne la rejette. Simplement, elle doit s'inscrire dans un cadre réglementaire. Et ce cadre réglementaire, ce n'était pas difficile de s'inscrire dans ce cadre réglementaire. La députée du PCRN est allée demander une autorisation au ministre de l'administration territoriale. Ça a été accordé. Au bout d'un mois et demi, qu'est-ce qui vous coûte, on est d'accord, qu'est-ce qui vous coûte à vous de faire la même démarche? Tout le monde sait que depuis que le MRC fait des actions pour la population, on lui met toujours des bâtons dans les roues. Excusez-moi, donc je trouve un peu facile de parler du fait qu'on n'ait pas mis ça en place dans le cadre réglementaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que le MRC est attaqué à tous les niveaux, chaque fois. Personne n'attaque le MRC. Comment pouvez-vous expliquer? Le MRC doit s'inscrire dans le cadre réglementaire. Et c'est ce qui est en train d'être fait, monsieur. Ah, c'est en train d'être fait. Oui, puisque... Vous me l'apprenez là? Oui, je vous l'apprends. Pourquoi? Parce que le MRC est dans des bravades systématiques. Non, je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas des bravades systématiques. Justement, c'est le gouvernement qui empêche le MRC. Non, on vous empêche pas. D'accord, par ses actions. Il y a une loi de 83. Vous savez qu'elle est là. Avec le nombre d'avocats qu'il y a dans votre parti, c'est quand même justement, assez étonnant. C'est un peu trop facile parce que la population et justement les Camerounais ne pourraient pas comprendre qu'avec autant d'avocats, le MRC ait pu s'inscrire donc c'est une faute. Vous acceptez la faute? Ce n'est pas une faute. C'est quoi alors? Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc c'est l'ignorance. Quand vous avez au sein d'un gouvernement donc si c'est pas une faute, c'est l'ignorance. Un empêchement systématique arrêtons-nous. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand dans le gouvernement, on vous empêche systématiquement, il me semble quand vous allez dans les administrations pour pouvoir vous enregistrer, vous arrivez, il n'y a personne pour vous recevoir. Je trouve quand même un peu trop facile que vous disiez que le MRC n'a pas respecté le cadre réglementaire. Il est en cours. Où est-ce que vous êtes allé dans une administration et on ne vous a pas reçu? Le professeur Maurice Kamto, il est allé, on ne l'a pas reçu. Mais c'est dans quelle administration? Il est allé pour faire une remise de dents. Mais je crois quand même qu'il y a une demande d'audience. Oui, une demande d'audience, mais comme par hasard ce jour-là, justement, les récépissés de demande d'audience n'étaient pas là. Tiens, non, mais il n'y a qu'avec le MRC qu'il n'y a jamais de récépissé, c'est quand même... Ah oui, justement, donc pourquoi? Parce que c'est quand même la seule force politique en opposition à la vôtre. Pourquoi ne pas aller voir le ministre de l'administration territoriale? C'est chez lui que ça se passe. Vous avez fait une demande d'audience auprès du garde des Sceaux. Ce n'est pas lui qui est responsable de la gestion de ce type d'affaires. C'est le ministre de l'administration territoriale. C'est lui qu'il faut aller voir. Tout simplement. Mais monsieur Emery, nous l'avons fait. Oui, c'est clair, mais nous l'avons fait. Non, vous ne l'avez pas fait. Si, nous l'avons fait. Et c'est d'autant plus problématique qu'on en est arrivé à aller justement voir le garde des Sceaux, puisque aujourd'hui on entre dans un cadre réglementaire juridique du fait que toutes les actions du MRC sont systématiquement bloquées par votre gouvernement. Parce que vous ne vous inscrivez pas dans le cadre des lois et règlements. Alors, une fois qu'on a dit ceci, sur le plan des mesures socio-économiques, je vais vous repasser la parole, Aurélie. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui proposer, puisque on l'a dit, nous sommes encore en pleine pandémie. Cependant, la levure de confinement partiel ou pas a été levée, il faut recommencer à vivre. Quelles sont les solutions que vous énoncez sur le plan socio-économique? Alors d'abord, on va constater qu'il y a une baisse des revenus des ménages. Donc ce qui est préconisé, c'est justement de venir soutenir la consommation des ménages avec le soutien aux produits de première nécessité. Il y a également le tissu économique africain et camerounais qui est constitué majoritairement par de petites structures, donc des petites PME, qui n'ont pas accès au crédit et qui ont, on va dire, des besoins quotidiens en trésorerie. Donc il faut venir en aide à ces populations par des dotations. Donc justement, l'initiative Survie fait partie justement des mesures qui ont été mises en place pour venir en aide à... Mais comment vous financez cela? Par l'initiative Survie Cameroun. C'est déjà, parce que c'est une initiative qui est amenée à atteindre le million d'euros. Aujourd'hui, on en est déjà à plus de 700 000 euros. D'accord? Donc c'est déjà, pour moi, par rapport à ce qui est mis en place par le gouvernement, c'est-à-dire une dotation d'1 milliard qui est bien ridicule, un bon début, surtout que c'est une sensibilisation du peuple camerounais, de la diaspora, partout dans le monde, qui vient en aide à ceux qui sont sur le territoire. Donc ça fait partie des principales mesures. Déjà, pour vous informer, la prise en charge du Covid jusqu'à maintenant a coûté 9 milliards à l'État.
C'est pas Mais il y a un fonds d'1 milliard seulement. Et ce fonds, il n'est pas d'1 milliard, il a dépassé les 2 milliards il y a bien longtemps. Donc voilà déjà, pour commencer. Vous l'annoncez aujourd'hui sur ce plateau. Quand on compare la dotation du Cameroun avec celle des autres pays, vous comprenez bien qu'on est bien ridicule. Vous parlez de 9 milliards. Au Sénégal, on en est à 1000 milliards. En Côte d'Ivoire, on a 250 milliards qui ont été débloqués pour venir en aide au secteur privé. Mais justement, je crois que vous lisez aussi la presse, comment ça s'appelle, spécialisée économique. Le Sénégal, c'était une intention. Ils disaient qu'ils avaient besoin ou qu'ils allaient mettre 1000 milliards pour gérer le Covid-19. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas les premiers 100 000 francs dans ce fonds-là. Je ne suis pas d'accord avec vous, puisqu'aujourd'hui, on est à 64 milliards. Donc, vous ne pouvez pas venir sur ce plateau et mettre en doute... Le Cameroun, écoutez, s'il vous plaît, nous, on parle de choses concrètes, là. Je suis d'accord avec vous, on parle de choses concrètes. Au Sénégal, c'est pas vrai. Mais ils n'ont pas cet argent. Bien sûr que si. C'est juste un vœu. C'était juste un vœu. Ils n'ont jamais eu cet argent. Vous savez, voilà pourquoi on doit féliciter le gouvernement camerounais dans son pragmatisme. Parce que c'était facile de prendre un micro et dire oui, non, on va débloquer 3 000 milliards pour gérer la pandémie. On aurait pu le faire. Mais non, on est là pour dire la vérité à nos concitoyens. Et vous pensez que les autres gouvernements n'ont pas dit la vérité à leurs concitoyens? Vous pensez qu'un président peut venir sur une chaîne de télévision nationale, annoncer à son gouvernement qu'ils vont venir en aide aux populations, annoncer ces sommes et ne pas les débloquer? Concrètement, parce que la question était claire là, tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider l'ensemble des citoyens au niveau économique. Bon, un certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre des 19, allant des exonérations ou alors carrément des suppressions de paiement de certaines taxes et puis impôts. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Aujourd'hui, quand vous allez sur un marché, peu importe, vous voyez la Bayam Salam du coin, Bayam Salam, je crois que tout le monde le comprend, aujourd'hui, qui est exonéré, qui a concrètement 1000 ou 2000 francs d'argent qu'elle n'a pas à débourser, c'est quelque chose de concret. Vous voyez, c'est ça, c'est ce type de mesure-là que le gouvernement, dans son intelligence. Pour l'instant, je pense que c'est pour les 3 mois à venir. Là. Pour l'instant, le temps de voir. Et effectivement, le gouvernement va toujours ajuster en fonction de la situation telle qu'elle est. Donc, ce qu'il faut comprendre, et elle l'a dit tout à l'heure, c'est Aurélie, je ne me trompe pas, je me permettez. Donc Aurélie elle-même tout à l'heure l'a dit, effectivement, nous sommes dans des pays en voie de développement, qui vivent au jour le jour. Donc à partir de là, le mot confinement ne pouvait pas prendre la même signification que dans les pays européens. Et donc effectivement, il fallait trouver un équilibre entre la gestion de la pandémie et aussi éviter l'effondrement économique. Et c'est à partir de là que ces mesures-là ont été éditées dans ce sens-là. Il faut retenir que la distanciation et ensuite le port du masque sont toujours là. On ne les a pas levés, mais simplement on essaie d'accompagner l'ensemble des acteurs du mieux possible par rapport à la situation et par rapport aussi au fonds dont détient l'État. C'est bien ça dont il est question. On ne va pas inventer de l'argent qu'on n'a pas. Aujourd'hui, le gouvernement, effectivement, je crois par voie obligataire, va peut-être débloquer quelque chose, va rechercher à peu près 269 milliards pour venir compléter l'ensemble des mesures qui, par ailleurs, sont déjà mises en place. Voilà ce qui est fait au quotidien. Est-ce que vous trouvez normal, parce que là, c'est du concret. Vous nous parlez aujourd'hui, le gouvernement va débloquer 270 milliards, pour arrondir, mais on parle d'1 milliard et maintenant on parle de 270 milliards. En plus, ce milliard a été annoncé comme étant un don de votre président. Donc, c'est un don personnel. À ce moment-là, la question qu'on pourrait se poser, c'est que fait l'État du Cameroun pour les Camerounais? Normalement, dans un gouvernement, on a des ministères. Ces ministères ont des budgets, puisque dans tous les autres pays, la réponse économique a été en partie budgétaire. Donc, on se demande, mais que fait-on des budgets des ministres en question, puisque on se serait attendu à ce que ces budgets, justement, soient réaffectés, justement pour la lutte pour le Covid. Mais là, on attend que d'1 milliard, les exonérations dont vous parlez, ce sont des mesures qui sont insuffisantes, parce que comment est-ce que vous soutenez le pouvoir d'achat des ménages qui ont perdu des revenus? Quand on dit, je vous apprends rien, quand on dit à Bayam Salam de ne pas payer 2000 francs CFA, un impôt ou une taxe, c'est 2000 francs
qu'elles gardent. Et je pense que ces 2000 francs ne partent pas en banque, ça va directement dans la consommation. Pour les populations qui doivent sortir tous les jours. Oui, mais c'est ça, vous êtes bien d'accord que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de confinement, il y a quand même eu une restriction des déplacements. Donc quand vous avez par exemple des vendeurs ambulants qui ne peuvent plus justement, pendant toute cette période, pouvoir sortir et les vendre comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait pour ces... C'est pas ce qu'on a observé. Hein. Alors, je pense que les marchés sont bien achalandés. Juste une précision pour éclairer peut-être un peu plus le débat. Au début, effectivement, du Covid, il y a une note qui avait été faite qui recense les mesures prises par certains pays, par certains gouvernements. Au Cameroun, donc, fermeture de toutes les frontières des écoles, des universités, vaste campagne de communication, prise de température et lavage des mains obligatoire à l'entrée de chaque bâtiment public, intensification de la campagne de dépistage, généralisation du port obligatoire du masque, fermeture des débits de boissons dès 18 h. Comparativement, la Guinée équatoriale, elle, a pris des décisions, fermeture temporaire des frontières terrestres, maritimes et aériennes, restrictions dans les départements et interdiction des rassemblements festifs, un état d'alerte sanitaire en vigueur jusqu'à fin avril, et puis un élargissement des dépistages aux pilotes. Sur le plan socio-économique, revenons au Cameroun, à part ce fonds spécial de solidarité, pas autre chose. En Guinée équatoriale, la création d'un fonds national d'urgence, d'abord d'un montant de 8 millions qui a été certainement augmenté à ce jour, interdiction à la société d'électricité d'interrompre la fourniture d'électricité à ses clients, élaboration d'un projet pour approvisionner 36 000 foyers à fort risque de vulnérabilité en produits de première nécessité. Quand on regarde ce qui est fait chez le voisin, est-ce que, avec le recul, on peut se dire que peut-être au Cameroun, on aurait pu ajuster? Déjà, vous savez, comparaison n'est pas raison. Non, bien sûr que non. Mais on peut s'inspirer de ce qui se passe chez les autres, peut-être pour améliorer. On veut bien s'inspirer de ce qui se passe chez les autres à périmètre comparable. Parce que là, on parle d'un pays qui a à peu près 25, voire pratiquement 30 millions d'habitants par rapport à un pays qui a maximum 1,5 million d'habitants. Donc c'est plus facile quand il y a une démographie un peu plus faible? C'est pas ce que je dis, c'est-à-dire que la réalité n'est pas tout à fait la même. Donc du coup, en termes de prise en charge, ce qui peut être opérationnel au niveau de la Guinée équatoriale ne peut ne pas l'être chez nous. Donc, comme je l'ai dit encore une fois, le gouvernement, dans une certaine ingéniosité, a pris en compte l'ensemble de la problématique. Donc, des mesures, comme vous venez de les édicter, ont été prises au niveau social pour endiguer la pandémie. D'autres mesures sont venues compléter au plan économique de façon à ce qu'on ne s'effondre pas. Voilà ce qui est fait. Très bien. Votre réaction un peu peut-être sur le cas de la Guinée équatoriale du Cameroun. Ensuite, on va regarder un petit document. Alors, la Guinée équatoriale, certes, a une démographie qui est beaucoup plus faible par rapport à celle du Cameroun, mais il n'y a pas que la Guinée équatoriale, il y a les autres pays qui, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, qui ont pris des mesures de plus grande ampleur. Donc, on se pose vraiment des questions si le gouvernement a réellement pris conscience... Quand vous parlez des autres pays... Je parle des autres pays, puisque... Retenons le cas de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a été fait en Côte d'Ivoire concrètement? Ils ont simplement fermé Abidjan et puis l'ensemble de son périmètre. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? Alors déjà, le système de santé en Côte d'Ivoire est beaucoup plus, a plus de dotation que celui du Cameroun. Ils ont de meilleurs équipements. Vous êtes sûr que oui, j'en suis sûr. Oui, je peux vous le confirmer. C'est un pays que je connais bien, dans lequel je Moi également. Donc, je peux vous assurer que le système de santé de Côte d'Ivoire n'est pas du tout comparable à celui du Cameroun. D'accord, il y a un fossé bien considérable. Ça, je vous le dis. Mais un fossé dans quel sens? Déjà, en termes d'équipement, en matière d'équipement, de formation du personnel. Non. De formation du personnel, je suis désolée. En matière d'équipement, bon, je pense qu'on ne va pas faire un grand débat ici. Le modèle de développement qui a été retenu par le Cameroun sur l'ensemble des secteurs est complètement différent de celui qui a été retenu en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Donc la comparaison s'arrête là, tout simplement, puisqu'on ne fait pas du tout la même chose que les Ivoiriens. Non. Mais soigner une maladie, en quoi c'est différent? Mais en même temps, c'est ça dont je suis en train de parler, quand vous regardez notre carte sanitaire, elle n'a rien à voir avec la carte sanitaire qu'on peut retrouver en Côte d'Ivoire. Concrètement, c'est-à-dire qu'il y a plus d'hôpitaux à Abidjan et pas dans le reste du pays? Il y a plus de structures sanitaires au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Vous pouvez le vérifier. Mais ce n'est pas le nombre
C'est déjà ça. Non, ce n'est pas le nombre, ce sont les équipements qu'il faut regarder et la charge. capacité de prise en charge. Mais oui, mais la prise en charge. Effectivement, la Côte d'Ivoire a un petit semblant de sécurité sociale, mais je ne suis pas certain que l'Ivoirien moyen ait accès à cette sécurité sociale. J'y crois pas. Oui, mais c'est pour ça que le gouvernement a pris des mesures avec une dotation qui n'est pas plus importante que celle du Cameroun. Pas mieux si on en revient à ce don de votre président de 1 milliard de francs CFA, qui est assez ridicule, comment pouvez-vous expliquer que récemment, il y a eu une annonce qui parle de 4 milliards de francs CFA pour les véhicules de fonction des nouveaux députés. Est-ce que vous trouvez ça... je veux dire, c'est inadmissible que dans un pays... Je ne sais pas de quoi on parle. Oui, non, mais c'est pour vous montrer, en faisant une comparaison, de ce que le gouvernement peut bien penser de la santé des Camerounais. Vous êtes bien d'accord? Il est possible que vous m'ayez entendu tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas compris. Non, si, je vous ai bien compris, mais je vous parle d'éléments concrets. D'un côté, on a 1 milliard pour la santé des Camerounais, et d'un autre côté, on a 4 milliards pour des véhicules de fonction. Mais ça, c'est excusez-moi, mais c'est bien une annonce qui a été faite par votre gouvernement. Madame, s'il vous plaît, la santé des gens, c'est pas une caricature. Quand même. Exactement. Donc, qu'est-ce qui peut justifier... Non, c'est vous qui méprisez la santé des Camerounais. Comment pouvez-vous expliquer qu'on annonce 1 milliard pour la santé des Camerounais et 4 milliards pour des véhicules de fonction? 9 milliards ont déjà été dépensés dans le cadre de la prise en charge du Covid. D'accord? Le fonds dont vous parlez n'est pas abondé de 1 milliard. Il a déjà été abondé de plus de 2,5 milliards. Et ça continue. Il faut vous tenir informé. Nous tenons informés. Non, vous n'y êtes pas. Non, je suis désolée, monsieur Emery. Vous faites des annonces qui ne sont pas vérifiables. Moi, je ne fais pas d'annonces. Je vous dis le fond. Le président tout à l'heure, vous avez dit 9 milliards. Oui, vous avez dit 9 milliards. Et puis vous finalement, là, c'est 2. C'est 2,5. Non, attendez, elle parle d'un fonds et elle parle un peu ensuite de la prise en charge du Covid. La prise en charge du Covid, ministère de la Santé, 9 milliards ont été dépensés. Et donc, il n'a rien à voir avec le fonds. Qui n'ont rien à voir avec le fonds. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous m'avez entendu, mais vous n'avez pas compris. Si, mais alors, vos propos sont assez confus, monsieur Emery. Excusez-moi de vous dire. Alors, je propose, on va bientôt arriver à la fin de ce débat. Question de marquer une petite pause. On va revoir un peu la déclaration du ministre des Affaires étrangères, monsieur Le Drian, concernant le fait que chacun doivent rester chacun chez soi, finalement. Et puis, je propose qu'on regarde aussi un extrait quand même du discours du chef de l'État, Paul Biya, à l'occasion de la fête du 20 mai. Pensons que pour leur propre sécurité et pour lutter contre ce virus, il faut rester chez soi. Et si le chez-soi, c'est à l'étranger, qu'on reste dans son chez-soi à l'étranger pendant cette période difficile, sauf si leurs conditions sanitaires devaient poser problème, et à ce moment-là, il faut qu'ils s'adressent directement à l'ambassade ou au consulat pour envisager leur retour. Mais le principe de base, c'est que quand on est chez soi, on reste chez soi. Que l'on soit en France, que l'on soit en Europe, que l'on soit ailleurs dans le monde, on reste chez soi. La crise sanitaire mondiale due au coronavirus va sans doute provoquer un tournant dans le fonctionnement de notre société. Elle exige dès à présent de poursuivre le renforcement de nos structures sanitaires, de densifier notre offre de soins et surtout de remettre à jour certains de nos projets et programmes de développement. Alors, le président, donc Paul Biya, a proposé, quant à lui, de réfléchir à des traitements endogènes, qui seraient donc des solutions, des remèdes locaux à cette pandémie. Qu'est-ce que vous avez pensé dans l'ensemble de son discours? Rapidement, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, déjà, c'est un discours qui intervient le 19 mai, dans le cadre de l'annulation de la fête nationale du Cameroun, alors que ce président a été absent pendant toute la durée, sur tous les moments cruciaux de la lutte contre le Covid. Donc déjà, je trouve qu'il y a un réel mépris à l'égard des Camerounais. D'accord? Ensuite, on peut effectivement penser que des remèdes locaux, puisque pour faire des médicaments, les médicaments sont faits à base de plantes. Donc on peut effectivement y réfléchir, mais il faut que ce soit encadré par des équipes médicales, des docteurs en pharmacie. C'est-à-dire que y réfléchir, c'est une chose, mais il faut
Comme une homologation, voilà. quelque chose. Et il faut que ce soit du concret, et pas juste dire, il faudra y réfléchir. Pourquoi? Parce que ça peut porter à confusion la population camerounaise qui pourrait se dire, ah ben tiens, je vais aller voir mon marabout du coin pour avoir une potion magique pour me guérir du Covid. Donc ça, ce sont des annonces auxquelles il faut faire très attention. Il faut que ce soit très encadré. Après, ce qu'on peut également dire pour conclure sur cette crise, c'est que on persiste à dire que cette crise a été mal gérée par le gouvernement camerounais. D'accord? D'abord parce que chronologiquement, il y a eu une prise de conscience tardive, et cette prise de conscience, justement, elle n'a pas encore été faite. Pourquoi? Parce que lundi prochain, on a les universités qui vont rouvrir, mais on ne sait pas dans quelle mesure les enseignants vont être protégés, quelles sont les mesures qui ont été prises en place en termes de distanciation sociale pour les enfants. C'est-à-dire qu'en gros, on envoie des personnes à la mort, si je puis me permettre. Donc ça, c'est également un élément qui montre que le gouvernement camerounais n'a pas pris conscience de cette crise. Tout le monde parle qu'il pourrait y avoir une deuxième vague à venir. Donc le fait de réouvrir comme ça, on sait qu'au Cameroun, on a des amphithéâtres qui sont bondés. Comment va-t-on faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un choix d'étudiants qui y vont? Sur quelle base? Sur combien de jours? Pour que tout le monde puisse retourner à l'école et ne pas perdre son année scolaire. Donc, le gouvernement fait des annonces, mais concrètement, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et pour en revenir justement à votre président, la chronologie même... Votre aussi, j'espère. Votre président, la chronologie même de la manière dont la communication s'est passée. D'abord, on a un premier tweet le 17 mars, puis finalement le 19 mars. Expliquez-moi en quoi est-ce qu'une fête nationale est plus importante qu'une prise de parole pour rassurer les Camerounais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout a été géré de manière, on va dire, au jour le jour. C'est-à-dire que le gouvernement n'était pas dans l'action, mais plutôt dans la réaction. C'est concrètement ce qui a été constaté. Pour preuve, on a l'ambassadeur de la France au Cameroun qui est venu, lui, annoncer aux Camerounais sur une chaîne nationale les mesures prises en place par le gouvernement. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le chef de l'État, comme dans tous les autres pays, qui vient faire cette annonce pour rassurer les Camerounais, pour leur dire on a pris la mesure de l'ampleur de cette pandémie et on tient à votre santé, on tient à vous, tout simplement. Votre réponse? Donc, nous ne sommes pas, nous, dans le RDPC, dans le cadre d'une politique fiction, comme on vient de l'entendre là, de la bouche de madame. S'agissant de la rentrée scolaire, sont rappelés dans les écoles au Cameroun les élèves qui sont en classe d'examen. Ça concerne les 6e, les 3e, le probatoire, le baccalauréat et l'université. D'accord? Pas plus tard qu'hier, l'ensemble des gouverneurs des régions ont reçu des kits, justement, pour approvisionner en solution hydro que vous connaissez, plus un certain nombre de masques. L'ensemble de ces kits ont été remis aux différents délégués régionaux de l'éducation. Vous voyez comment ça se passe? On part du gouvernement au gouverneur jusqu'au délégué régional de l'éducation. Qui sont encore des annonces que vous faites sur ce plateau. S'il vous plaît, parce que vous ne le savez pas. Non, mais vous ne le savez pas. Mais vous l'annoncez sur ce plateau. Non, mais je vous explique vous êtes comment ça se passe. Monsieur Emery. Je vous explique comment ça se passe, parce qu'en réalité, vous ne le savez pas. Donc, nous savons juste qu'il n'y a rien qui existe, puisqu'il n'y a pas de communication de votre part. Rapidement pour conclure, parce qu'on est à la fin. Pour conclure, donc, des dispositions ont été prises au niveau régional pour que des kits soient distribués pour que cette rentrée soit la plus parfaite possible. S'agissant donc de cette prise en charge du Covid, moi je vais demander donc à l'ensemble des concitoyens, comme le président Paul Biya l'a dit, de continuer à observer les mesures barrières, de se laver les mains, de porter les masques, parce qu'il n'est pas question d'arrêter ça. Ce sont ces outils qui vont nous permettre de circonscrire donc cette pandémie-là. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le président Biya a toujours été présent, puisque la mise en place effective de la politique du gouvernement, c'est le Premier ministre qui en a la charge. Le président fixe l'orientation, ça je vous l'apprends en cours, il fixe l'orientation et le Premier ministre met en musique. C'est comme ça que ça se passe. Donc il est toujours présent. Pour conclure, un mot pour conclure, je vais juste rapidement rebondir sur ce que vous venez de dire. Le président met en place la politique et c'est le Premier ministre qui l'implémente. Soit. Ah. Oui, on est d'accord. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. Excusez-moi, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu. Je le sais parce que je viens de vous le dire, mais ce n'est pas ce qu'on a vu tout au long de la gestion de cette crise.
Et pour conclure, ce que je peux dire, c'est que le MRC est présent depuis le début dans la gestion de ces crises, par toutes les mesures qui ont été mises en place, et nous continuerons de l'aide parce que nous sommes soucieux de la santé des Camerounais, comme nous l'avons fait sur le terrain, et surtout comme nous avons fait pour interpeller le gouvernement pour qu'enfin il prenne ses responsabilités devant les Camerounais. Un dernier mot, peut-être juste un dernier Très bien, mot. on est à la fin. Je demanderai juste au MRC de les inscrire dans le cadre réglementaire. C'est tout ce qu'on demande à cette formation politique-là. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent. Merci aux invités. Covid-19, quelle solution? Sur ce plateau aujourd'hui, j'ai reçu donc un membre du RDPC et une membre du MRC. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'a permis de réaliser cette émission. Je commencerai par Daniel, ensuite Rachel qui était avec moi en plateau, Gwendoline, Aziz et HTB était à la réalisation. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.